Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Christian Lechervy, bonjour. Après quelques mois suite à notre dernier entretien, nous avons le plaisir de te retrouver pour parler de la Birmanie. Tu es donc ambassadeur de France à Rangoon, en Birmanie. Christian, presque 2 ans après le coup d'État de février 2021, et dans le cadre de violences militaires mentionnées par la presse, violences militaires accrues, peux-tu nous parler de la situation politique, économique et sociale en Birmanie? Et dans ce contexte, n'y a-t-il pas un risque de guerre civile généralisée? Bon, vous avez raison, il faut parler du niveau de la violence et comment elle se traduit. Il est toujours très difficile d'avoir des chiffres sur le nombre de personnes tuées et blessées, mais je crois qu'on peut raisonnablement dire que 6 000 personnes civiles ont été tuées par l'une ou l'autre des parties en un peu moins de 2 ans, auxquels il faut ajouter de nombreux soldats, policiers, combattants des groupes ethniques armés ou de l'opposition démocratique qui a dû prendre le large avec la répression qui a été menée à partir du printemps 2021. Dans les rangs de l'armée, c'est probablement une vingtaine de soldats et de policiers qui chaque jour tombent, avec des blessés importants, mais aussi du côté de l'opposition, c'est plusieurs centaines de morts qu'il faut déplorer. Au-delà des bilans victimaires, il faut aussi parler des personnes déplacées. Ces violences ont déplacé à peu près un peu plus d'1,2 million de personnes depuis le 1er février 2021. La moitié de ces populations sont en réalité des enfants. Il y a plus de 500 000 enfants. Des personnes déplacées, ça veut dire des enfants déscolarisés, avec des niveaux de nutrition qui sont très faibles et des vaccinations de routine quasiment inexistantes ou extrêmement limitées. Les personnes déplacées, elles sont déplacées quasiment dans tous les États et les régions du pays, mais dans 2 en particulier, qui est la région du Sagaing, où il y a à peu près 600 000 personnes qui ont été déplacées depuis 2021 et probablement 110 000 de plus dans la région de Magwe. Donc là, on est dans le centre centre nord de la Birmanie. Personnes déplacées, c'est aussi vers les pays voisins, et en particulier vers l'Inde. À peu près 50 000 personnes ont été déplacées et sont installées aujourd'hui dans 2 principaux États du nord-est de l'Inde, notamment l'État du Mizoram, qui fait face à l'État de Chine du côté birman. Les violences, c'est aussi les violences de la répression. La répression, c'est aujourd'hui, si on en croit les chiffres donnés par l'association d'aide aux prisonniers politiques, qui est une ONG malheureusement très organisée dans ce pays depuis de nombreuses décennies. Cette organisation dénombre près de 13 000 prisonniers à caractère politique. Il y a ceux qui sont dans les prisons, mais il faut quand même pas oublier que plusieurs centaines de personnes, probablement pas loin de 300, sont morts dans des conditions de détention ou d'interrogatoire. Donc, on a une violence politique qui prend d'ailleurs des formes nouvelles. En juillet, pour la première fois depuis des décennies, 4 personnes ont été exécutées dans le cadre de procédures judiciaires, ce qui ne s'était pas vu depuis les années 70-80. Donc on a une violence qui est institutionnalisée et qui touche, je dirais, de nombreuses personnes. Au-delà des 4 malheureux qui ont été exécutés, dans les couloirs de la mort des prisons birmanes, il y a, à l'heure où nous parlons, plus de 80 personnes qui ont été condamnées. Donc la violence, elle a évidemment des chiffres, la douleur des familles endeuillées ou blessées, mais cette violence, elle s'exerce à la fois dans les zones rurales et dans les zones urbaines, y compris des grandes villes comme Mandalay ou
ou Rangoon. Ça, c'est une évolution majeure de ces 2 dernières années où les violences étaient des violences entre l'État central et des insurgés ethniques essentiellement dans le nord et l'est du pays. Aujourd'hui, les combats les plus durs se déroulent en Pays Bama, c'est-à-dire là où, historiquement d'ailleurs, l'armée recrutait ses personnels, et là où le groupe ethnique majoritaire vit. Donc on est dans une rébellion qui est interne à la communauté Bama, et au fond, c'est l'ensemble de la société qui conteste le régime politique. Depuis notre dernier entretien, on ne peut pas dire que les choses se soient améliorées sur le plan économique et social. Certes, il y a une petite reprise de la croissance. On t'enchante les 0% quand même. Donc la Birmanie est aujourd'hui le mauvais élève d'un point de vue macroéconomique de tous les pays d'Asie du Sud-Est. C'était pourtant, avant la Covid, le pays qui connaissait la croissance la plus rapide. Donc le pays rattrapait le retard qui avait été accumulé par les régimes militaires précédents. Bah là, aujourd'hui, l'économie birmane diverge de ce que l'on observe dans les autres pays de la région. Et cela touche aussi bien le secteur industriel, celui des services. Accéder aux comptes bancaires reste toujours aussi compliqué, et même le secteur agricole. Et le secteur agricole, on est un pays quand même à 2 tiers rural, il est affecté par plusieurs problèmes. Le premier, c'est évidemment l'inflation. L'inflation des produits de première nécessité, l'huile de cuisson, le riz. En rythme macroéconomique, on est probablement autour de 15 à 18% de taux d'inflation. C'est pas le plus important connu à travers le monde. Beaucoup de pays connaissent des taux d'inflation bien plus élevés. Mais quand on le rapporte, je dirais, aux revenus des ménages et surtout à la nutrition, en réalité, le taux d'inflation est beaucoup plus élevé que ça. Euh, pour le panier de la ménagère nutritionnelle, on est plus proche des 35 à 40% que des 15%. Donc cette inflation, elle est durable, elle semble s'accélérer, elle s'accompagne d'une dévalorisation de la monnaie par rapport au dollar. La monnaie a perdu plus de 160% de sa valeur depuis le 1er février. Et donc dans le monde agricole, non seulement on a vu les revenus baisser, les combats font qu'il est difficile de transporter à l'intérieur, ou tout au moins c'est ralenti, compliqué, les chain points sont là, la corruption évidemment ajoute au prix, et importer des pays voisins est devenu également très, très compliqué parce que faute de devises, l'État a réduit de manière très conséquente toutes les autorisations de licences d'importation, et ça porte sur des produits qui sont indispensables, les engrais en particulier, au développement agricole. Donc malheureusement, on pense que en 2023, il y aura plus de 15 millions de personnes qui seront en situation nutritionnelle difficile, c'est-à-dire presque 5 fois plus que ce qui était il y a maintenant 4 ans la réalité de ce pays qui demeure et malheureusement pour longtemps encore un pays parmi les moins avancés au sens statistique du terme. Merci Christian. Tu évoquais les pays voisins. C'est tenu à Phnom Penh il y a très peu de temps le sommet de l'ASEAN, dont est membre la Birmanie. Peux-tu nous dire justement concernant l'ASEAN, où en est le processus appelé du consensus en 5 points conclu entre donc l'organisation de l'ASEAN et la Birmanie après le coup d'État, et peut-être aussi évoquer en quoi consiste ce consensus. Bien, après le coup d'État du 1er février 2021, là, il y a eu un sommet extraordinaire de l'ASEAN en avril 2021 qui a défini effectivement 5 points de consensus pour essayer de trouver une sortie à la crise. Le premier élément de consensus, c'était la nécessité de désescalade de la violence. À force est de constater qu'on n'est pas dans cette logique-là, et notamment du côté de la Tatmadaw, du côté de l'armée de la junte. Ce qui frappe les esprits au sens premier et très matériel du terme, c'est l'usage croissant
de moyens aériens contre des villages et des positions de l'opposition, ce qui entraîne des drames à répétition. Des écoles ont été bombardées, un lieu de concert attribué à l'opposition ethnique a été bombardé de manière très meurtrière il y a quelques semaines dans l'État Kachin. Donc, officiellement, la junte a instauré un cessez-le-feu qui court jusqu'à la fin de l'année 2022. Dans la réalité, il n'y a absolument pas de cessez-le-feu et les combats ont plutôt tendance à s'intensifier alors qu'on était ces derniers mois dans la période de saison des pluies qui n'est pas forcément favorable à l'emploi de l'artillerie et de l'aviation ou des hélicoptères. Mais là, on est entré dans la saison sèche et donc beaucoup craignent une escalade plus importante. Donc sur ce domaine-là, il n'y a pas eu, je dirais, d'évolution. Le deuxième secteur qui a été celui de l'accès à l'aide humanitaire, très clairement, le centre consacré à l'aide humanitaire, la HA de l'ASEAN, devait faire des évaluations. Elle n'a pas pu les faire partout, comme pourtant convenu avec les autorités militaires. Et donc, les apports qui ont été pu être menés auprès des populations nécessiteuses ont été extrêmement limités. Donc, dans le domaine qui est celui de l'aide humanitaire dans un pays qui s'appauvrit, hein, dans lequel la proportion de pauvreté, d'extrême pauvreté euh, est quelque chose qui est criant, y compris dans l'accès aux médicaments. On pense que la surmortalité du fait de défaut de soins et de médicaments tels qu'ils étaient proposés avant la Covid a entraîné probablement la mort de 30 000 personnes sur une seule année. Donc on voit bien qu'on a plusieurs milliers de personnes qui sont invisibilisées dans cette crise. Le troisième facteur, c'était évidemment essentiellement celui de créer un dialogue politique inclusif. Force est de constater qu'on n'est pas entré dans cette logique-là parce que le régime considère qu'une partie de l'opposition est constituée de groupes terroristes, l'a inscrit dans la loi, ce qui est le cas du gouvernement parallèle qui a été mis en place depuis l'éviction du gouvernement civil par la junte. C'est vrai de sa représentation parlementaire, le CRPH, et puis d'un certain nombre d'acteurs de la NLD qui sont considérés comme ayant soutenu la lutte armée. Donc ce dialogue politique inclusif n'a pas démarré. Enfin, la possibilité pour l'envoyé spécial de la présidence de l'ASEAN, donc en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères du gouvernement cambodgien, a pu venir, mais il a conditionné ses venues récentes à l'entretien avec un certain nombre d'acteurs politiques, justement pour concourir à la sortie de crise, et il n'a pas reçu les garanties qu'il avait demandées pour rencontrer un certain nombre d'acteurs. Donc, le constat qui a été fait par les pays de l'ASEAN était qu'il y avait une responsabilité de l'armée dans l'augmentation des violences, en craignant que celle-ci progresse du fait de l'attitude de la junte, et que sur le dialogue politique, c'était très nettement insuffisant. Alors, la présidence cambodgienne est une présidence tournante. Les présidences de l'ASEAN changent chaque année. Donc, au 1er janvier 2023, ce sera à l'Indonésie d'assumer pour toute l'année avant de passer en 2024 cette présidence au Laos. Le dernier sommet a fait le constat qu'effectivement, il y avait une mise en œuvre insuffisante des 5 points de consensus. Il est envisagé une approche qui peut être un peu différente et parmi ce qui est laissé entendre par les chefs d'État et de gouvernement, c'est que la Birmanie reste un État membre de l'ASEAN, personne ne conteste cette participation. Deux, le chef de la junte, le général Min Aung Hlaing, et le ministre des Affaires étrangères de la junte ne sont plus invités, continuent à ne plus être invités, comme c'est le cas depuis novembre 2021, aux réunions des chefs d'État et de gouvernement et des réunions des ministres des Affaires étrangères. Et puis, il pourrait y avoir des ajustements. Il appartient, je dirais, aux ministres des Affaires étrangères de maintenant préciser quelques points de mise en œuvre et de calendrier de ces 5 points de consensus. Et s'ils n'étaient pas mis en œuvre, alors s'ouvriraient des discussions probablement
pour accentuer peut-être la mise à l'écart de certains ministres ou généraux de réunion. Et puis, ce qui est demandé dans un dialogue inclusif, avec une position de neutralité de l'envoyé spécial, c'est explicite dans la déclaration de Phnom Penh, c'est de prendre la tâche de tous les acteurs, donc y compris ceux de l'opposition considérés comme terroristes par les groupes au pouvoir à Naypyidaw. Et d'ailleurs, la réaction immédiate qui a été publiée par le ministère des Affaires étrangères de Naypyidaw était de balayer d'un revers de la main ce qui était acté par les 9 autres États de la région. Donc on en est là aujourd'hui. Le envoyé spécial de l'ASEAN a laissé entendre le 17 novembre qu'il pourrait revenir sous condition dans le pays. Cela a fait suite à la libération de 6 000 prisonniers, dont quelques dizaines de prisonniers politiques, 4 étrangers, un japonais, un australien, un américain et une britannique. Les discussions sont donc en cours entre Phnom Penh, l'ASEAN et Naypyidaw pour voir si effectivement dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, l'envoyé spécial de la présidence de l'ASEAN est susceptible de venir. Pour y faire quoi? Pour obtenir quoi? On est très clairement dans un processus de longue haleine, et c'est la raison pour laquelle la plupart des États membres des Nations Unies continuent de soutenir cet effort structuré de la part de l'ASEAN. Tu évoquais, on va évoquer justement un autre processus. Tu parlais du dialogue politique et de l'opposition birmane. Alors, donc, qu'en est-il du processus électoral initié par la junte avec des élections prévues au mois d'août 2023, alors que la LND, la Ligue nationale pour la démocratie, en est exclue et que sa figure historique, Aung San Suu Kyi, est toujours emprisonnée? Bon, le retour par la voie électorale, c'est quelque chose qui a été inscrit dans la feuille de route de la junte dès le mois de février 2021. Cette feuille de route ne précise pas exactement quand se tiendra ce scrutin, mais disons que le calendrier se déduit de la mise en œuvre de la Constitution de 2008, puisque les militaires disent vouloir respecter cette Constitution, même s'ils ont pris le pouvoir en dehors des règles constitutionnelles, puisque une partie de la communauté internationale, la France notamment, a considéré qu'il y avait eu un coup d'État militaire le 1er février 2021. L'état d'urgence, constitutionnellement, peut courir sur 2 ans. Donc on arrive au bout de ce processus. L'état d'urgence donc s'éteindra au 31 janvier 2023. À ce moment-là, il devrait se réunir une institution qui est le Conseil national de défense et de sécurité nationale, qui va confier les rênes du pouvoir à un gouvernement de transition ou intérimaire pour organiser dans les 6 mois les élections. On peut penser que le gouvernement intérimaire soit, je dirais, très proche, si ce n'est le même, de celui qui est actuellement au pouvoir. Donc on a ce calendrier, je dirais, qui découle de la Constitution. Encore faut-il respecter la Constitution. Mais au-delà de ça, on sait très peu de choses. Il y a une commission électorale nationale qui a été mise en place par les militaires dès leur prise de pouvoir, d'abord pour invalider les élections de novembre 2020, disant que ces élections avaient été tronquées, les résultats manipulés, et d'ailleurs des procédures judiciaires ont été engagées, des personnes ont été condamnées pour cela. Et donc, cette commission électorale est maintenant chargée d'organiser le scrutin. Mais à l'heure où nous parlons, nous ne savons pas vraiment de quoi nous parlons parce que, d'abord, il n'y a pas de date pour le scrutin. Il est laissé entendre que le système de vote pourrait être changé. Il avait été évoqué un temps que des circonscriptions nouvelles pourraient être introduites, voire même de nouveaux États, au profit notamment de l'ethnie Wa à la frontière de la Chine, dans nord-est du pays.
Une représentation à la proportionnelle a également été évoquée, plus d'autres réformes constitutionnelles, comme par exemple la possibilité d'élire de manière indirecte par les assemblées les chief ministers, qui sont les gouverneurs des États et régions, les 14 États et régions du pays. Donc, quand se tient ce scrutin? Quel est le mode électoral? Comment ont été réellement révisées les listes électorales? Quelle sera la loi sur les partis politiques? On nous annonce cela dans les temps qui viennent. C'est une chambre close qui en réalité est en train de concocter tout cela, même s'il y a des contacts avec des partis politiques qui n'ont pas d'élus, et qui n'ont pas d'élus souvent depuis plus de 10 ans. Non seulement n'ont pas eu d'élus en 2000, en 2020 pour la plupart, mais aussi en 2015, en 2012, dans les élections partielles, voire même pour certains en 2010. Donc le processus est absolument pas transparent et parmi les questions qui se posent, c'est évidemment la question de la participation de la Ligue nationale pour la démocratie. Il faut bien voir qu'elle n'est pas formellement interdite, elle est suspectée d'actes de terrorisme pour certains de ses membres. Certains de ses dirigeants sont condamnés à des peines extrêmement lourdes, frisant la centaine d'années d'emprisonnement pour certains. Les leaders historiques, en particulier d'Aung Aung San Suu Kyi à la tête de la Ligue nationale pour la démocratie, où le président de la République, Au Win Mint, sont non seulement en détention, mais aussi encore confrontés à plusieurs procédures judiciaires où ils peuvent être condamnés encore à plusieurs dizaines d'années de détention. Il est clair que la NLD reste un parti qui est attrayant, qui a un fort soutien dans l'opinion. Il est vraisemblable que si les élections se tenaient aujourd'hui de manière libre et transparente, elles donneraient un résultat probablement assez proche, voire peut-être même encore amplifié au profit de la NLD, tellement le soutien est fort. Et donc, il est évident qu'un processus électoral sans les dirigeants historiques, sans la NLD historique, aura très peu de crédibilité. Et d'ailleurs, certains États l'ont dit ouvertement, à commencer par les États-Unis, par la voix de Anthony Blinken notamment, le secrétaire d'État, mais aussi les États européens, puisque à l'heure où nous parlons, 100% des membres de la commission électorale de l'Union ont été mis sur la liste des sanctions européennes en 3 vagues successives en 2021, dès le mois de février 2021, puis en février 2022 pour 14 des membres, et pour 2 des derniers membres, le 8 novembre de cette année. Donc il y a peu de confiance dans le processus, mais surtout beaucoup d'observateurs, et au fond, l'idée s'est instillée dans la société birmane. Il y a la conviction que ces élections, la perspective de ces élections va augmenter la violence, chacune des parties voulant démontrer non seulement son emprise sur le territoire, mais aussi sa capacité d'action. Donc ça, c'est, je dirais, le cauchemar de tout le monde, c'est que non seulement ce processus ne soit pas une sortie de crise, mais qu'en plus, ils viennent ajouter des larmes et du sang, là où le sang et les larmes ont déjà trop abondamment coulé. Bon, comme dernière question, j'aimerais t'interroger sur les acteurs internationaux. D'ailleurs, tu évoquais là, dans ta réponse précédente l'Union européenne et les sanctions décidées par l'Union. Donc, quel est est-ce que les principaux acteurs, je pense, est-ce que la Chine, la Russie, l'Inde sont toujours, enfin, peut être considérés toujours comme des soutiens à la junte? La stratégie, la position des États-Unis peut être mentionnée. Ce n'est pas anecdotique que Joe Biden, le président américain, a participé, enfin, au sommet de l'ASEAN de Phnom Penh, et l'Union européenne qui vient d'adopter un 5e paquet de sanctions. Et sous question, justement, quel est l'effet des 4 paquets précédemment votés? Donc voilà, question globale sur les différents acteurs principaux internationaux. Bon, commençons peut-être par le pays avec lequel les relations sont ostensiblement les plus étroites. C'est clairement la Fédération de Russie. La Fédération de Russie est un pourvoyeur d'armement important, notamment pour les matériels aériens qui sont employés, je dirais, contre les différentes formes d'opposition, les avions, les Sukhoi, les hélicoptères Mikoyan. Mais au-delà de cette
coopération. Elle est d'ailleurs si forte que le ministre de la Défense russe, Shoigu, vient d'être, ainsi que le secrétaire d'État à la Défense, viennent d'être honorés des plus hautes distinctions de l'État birman le week-end dernier. Il y a une volonté de développer des coopérations dans de nouveaux domaines. Alors, le domaine du transport, il se dit que des liaisons aériennes pourraient être établies avec la Russie, des projets de développement dans le domaine du nucléaire civil. Le pays manque cruellement aujourd'hui d'électricité. Cette crise va pas se simplifier dans les mois et même les années qui viennent. À l'échelle nationale, la Birmanie connaît 9 heures de coupure d'électricité par jour en moyenne. Sur Rangoon, il y a beaucoup de quartiers où on est à plus de 4 heures de coupure par jour. Évidemment, les générateurs coûtent cher, l'essence coûte, le gaz manque. Et donc, ce secteur-là est devenu un élément très, très critique. Il y a une volonté aussi de développer des coopérations dans le domaine bancaire, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie. Bref, il est souvent présenté la Russie comme la solution à tous les problèmes. On peut très largement en douter compte tenu de ce qu'est aujourd'hui la situation économique, militaire, politique de la Fédération de Russie. Mais il y a une relation ostentatoire. Le chef de la junte est allé à plusieurs reprises depuis sa prise de pouvoir en Russie, à Vladivostok, pour le forum sur l'Extrême-Orient il y a quelques temps, et a évoqué toutes les coopérations que je viens d'évoquer. La Chine entretient des relations aussi, d'abord de nature humanitaire, avec des fournitures de vaccins, des fournitures d'aide médicale, qui ont probablement été utiles dans un pays qui a été frappé durement comme d'autres par la Covid, et l'est encore à l'heure où nous parlons. Le dialogue politique est beaucoup moins ostentatoire. Le ministre des Affaires étrangères est venu en Birmanie, à Bagan, pour une réunion régionale consacrée à la région du Mekong, mais il ne s'est pas entretenu à cette occasion avec le chef de la junte. Donc, dans les organisations à caractère régional, la Chine associe la Birmanie, et j'allais dire, dernière réunion en date, hier s'est tenue à Kunming pour la première fois un forum des Chines avec les pays de la région de l'océan Indien. Et dans cette réunion qui rassemblait 19 États de la région, de l'Afrique, de Djibouti à l'Indonésie, la Birmanie, des généraux, a été invitée à s'associer et à s'exprimer. Donc, dans les enceintes régionales, la Chine continue à échanger, à associer la junte, mais les relations économiques sont quand même malmenées, d'abord par la conflictualité aux frontières, dans l'État Kachin, dans l'État Shan, sur les routes qui mènent à la deuxième ville du pays qui est Mandalay. Donc, les projets d'infrastructure de connectivité sont aujourd'hui malmenés par la situation politique et militaire. Du côté indien, on est un peu dans la même situation, même si les relations sont plus bilatéralisées. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères était à Naypyidaw ces derniers jours. Des sujets à caractère économique et de sécurité ont été abordés. J'allais dire, dans le cas de la Chine comme de l'Inde, il faut quand même pas oublier que ces États ont de très longues frontières avec la Birmanie. Et comme la Thaïlande, leur discours politique consiste à dire, bah, nous travaillons avec les acteurs qui sont aux frontières. Alors évidemment, c'est une reconnaissance de ceux qui ont pris le pouvoir par la force, mais il leur faut de fait aussi composer avec les oppositions qui ont pu trouver refuge sur leur sol. J'évoquais les 40 000 et quelques réfugiés dans les États du Manipur et du Mizoram. C'est un peu moins du côté thaïlandais, mais quand même en Thaïlande, on ne peut pas oublier qu'il y a probablement entre 4 et 5 millions de Birmans qui ont trouvé de l'emploi ou qui ont trouvé refuge au fil des décennies et des violences qui ont été menées dans les États frontaliers. Donc, évidemment, pour ces pays, la relation, elle est
plus complexe de fait de ces manières d'aborder, je dirais, la question du transfrontalier. Pour les autres acteurs, euh, et singulièrement pour les États-Unis ou pour l'Union européenne, pour nous, cette crise est une crise qui a des impacts régionaux. D'abord, on vient de l'évoquer au travers des réfugiés et des personnes déplacées. Ça a aussi des effets en matière de santé publique. Le système de santé s'est effondré. À peu près un peu plus de la moitié des hôpitaux ont été rétablis, mais pas dans toute leur fonctionnalité. Des milliers de personnes ont quitté le secteur de la santé, soit pour passer dans l'opposition et accompagner l'opposition armée dans son combat, soit tout simplement on cherchait des emplois dans d'autres secteurs. Et là, on parle de dizaines de milliers d'emplois au total. Donc, c'est une crise qui a des effets internationaux non négligeables, y compris en matière économique et d'infrastructure, puisque les grands projets de connectivité, que ce soit dans le domaine aérien, dans le domaine du transport maritime, dans le transport terrestre, dans le domaine de l'énergie, sont aujourd'hui au point mort. Donc, il y a la nécessité de poursuivre des efforts pour trouver une solution, je dirais, inclusive, d'où l'attention que nous portons à ce que ce sujet soit traité régulièrement, y compris dans sa dimension humanitaire, au plus haut niveau des Nations Unies. C'est un problème pour la collectivité internationale. Et donc, le sujet est abordé au Conseil de sécurité à intervalles réguliers et aussi en appuyant l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui est une responsable politique singapourienne, qui complète le travail conduit. Elle était au Bangladesh il y a quelques jours, notamment auprès des réfugiés Rohingyas. Hein. N'oublions pas quand même qu'il y a plus d'1 million de ces personnes qui ont dû fuir le pays au cours des années, dont 700 000 entre 2016 et 2017, après les massacres qui sont intervenus par l'armée dans l'État Rakhine. Donc, le sujet reste un sujet qui est très haut à l'agenda politique et diplomatique. Non seulement on le voit au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi dans les réunions bilatérales ou dans les propos qui ont pu être tenus par le président Emmanuel Macron lors du sommet de l'APEC. Vous évoquiez les propos tenus par le président Biden lors des sommets qui se sont tenus à Phnom Penh, et puis en marge du G20, dans des réunions bilatérales qui ont pu se tenir avec différents acteurs importants dans la région. Donc c'est une préoccupation à caractère général, et qui doit trouver une solution non seulement sur le plan humanitaire, mais aussi sur le plan politique, parce que la crise humanitaire dans laquelle s'enfonce ce pays n'aura de voie de sortie qu'au travers un accord politique. Une fois encore, je martèle ces terminologies, mais elle est très importante, inclusif, c'est-à-dire explicitement avec ceux qui ont été écartés par la force du pouvoir après une élection qui n'a pas été contestée par la communauté internationale et qui devait mettre en place un nouveau gouvernement civil en février 2021. Christian, un grand merci pour d'avoir déjà donné de ton temps et pour évidemment la richesse, comme à chaque fois, de tes analyses. Et j'espère qu'on aura l'occasion de renouveler cet exercice d'ici peu. Merci beaucoup, Christian. Merci de l'invitation. À bientôt. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.